Très bien. Alors, je vous propose que nous reprenions. Donc cet après-midi, on va principalement débattre, discuter d'un certain nombre de sujets. Donc 3 tables rondes qui ont comme thématique générale prendre en compte, être comptable, compter et rendre compte autrement pour réussir sa transition écologique. Et donc pour ce faire, nous allons avoir trois portes d'entrée différentes. Une première table ronde sur les liens entre évolution macroéconomique et les adaptations des entreprises à ces évolutions-là. Donc, quelle passerelle, quel levier, parce qu'on l'a vu que c'était un point très important justement pour rendre opérationnel et pilotable une réelle transition écologique. Deuxièmement, une table ronde où on va parler de droit, de philosophie, d'un certain nombre de choses, et qui s'appelle « Quelle justice pour un monde soutenable ?» Et puis enfin, une troisième table ronde où on parlera de la formation, qui est donc un point très important, pour voir si effectivement nous sommes bien prêts pour le monde de demain et qu'est-ce qu'il reste à faire pour former les acteurs aux enjeux auxquels on doit faire face. Ensuite, la conclusion par les 2 directeurs de la chaire, et nous aurons l'honneur d'avoir Sylvie Bénard, présidente de la Fondation AgroParisTech, qui viendra donc conclure cet événement. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Morgane Gonon, qui va donc présenter ses intervenants et animer cette première table ronde. Il n'y a pas de son. Dommage. Je commence quand même ou... Est-ce que nous pouvons avoir l'aide du technicien, s'il vous plaît, du Collège de France? Ah oui, en ligne, je pense. En ligne, ouais. C'est peut-être au niveau. Bon, on va quand même commencer et les rattraperont. Merci à tous d'être revenus après ce déjeuner. Pour les intervenants de cette première table ronde, donc je présente plus Harold Levrel et Alexandre Rambaud, donc co-directeurs de la chaire de comptabilité écologique, respectivement professeurs et maîtres de conférences à AgroParisTech. Et je souhaite la bienvenue à nos 2 nouveaux intervenants, donc Diane de Maréchal de l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts et Thomas Lagohard, professeur à Cage Business School. Qui travaille avec Alexandre donc, sur comment intégrer le changement que représenterait la comptabilité CARE dans un modèle macroéconomique stock flux cohérent. On pourra donc y revenir et qui va nous présenter ses travaux. Donc l'enjeu de cette table ronde, c'était, on vous a présenté ce matin les échelles auxquelles s'intéresse la chaire de comptabilité écologique, les organisations, les écosystèmes et la comptabilité nationale. Et l'enjeu de cette première table ronde, c'était un petit peu de dessiner les interactions entre ces échelles, justement, des problématiques qui ont déjà été soulevées dans les travaux de Clément Surin, par exemple, ou les travaux sur tout ce qui va être transformation financière, mais revenir justement comment vraiment la comptabilité peut être un changement structurel et accompagner de la définition de trajectoire vers plus de sobriété ou vers une durabilité plus ambitieuse. Et donc, je vais d'abord me tourner vers Diane de Maréchal. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes à l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts. L'Institut de recherche de la Caisse des dépôts, je vous laisserai redéfinir sa mission, mais finance des projets, notamment à l'échelle des territoires, et notamment des projets de recherche. Vous avez organisé il y a peu un colloque sur la sobriété, auquel vous aviez notamment convié Alexandre pour parler de la comptabilité CARE. Recording in progress. A priori, ça marche, du coup. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, là, pour cette première question, c'est de savoir quelle peut être la vision d'une institution comme la Caisse des dépôts sur l'enjeu de sobriété. À quel point on peut envisager que la sobriété se définisse à une échelle macroéconomique ou nationale. Qu'est-ce que ça représente en termes de définition de trajectoire? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît bien abordé par la recherche ou les projets de recherche que vous pouvez voir passer dans le cadre de vos missions? Alors, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai un petit problème de voix, mais ça va passer. Donc moi, je fais partie de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Donc, comme Morgane le disait, la Caisse des dépôts, c'est une institution financière qui soutient effectivement des projets sur les territoires. Donc, c'est un peu une banque publique de l'intérêt général.
où on utilise à la fois la ressource du livret A, donc et du LDDS, enfin des livrets pour faire un certain nombre, pour financer un certain nombre de projets, notamment dans le logement social, mais pas que, mais aussi faire des prêts aux collectivités, des prêts qui sont notamment des prêts de long terme et de très long terme, puisque nous on intervient sur l'intérêt général et le long terme. Et puis vous avez à l'intérieur de la Caisse des dépôts aussi des ressources propres, puisqu'on est dans le domaine concurrentiel, ce qui nous permet de financer des projets, et notamment auprès des territoires. J'en parle là parce que c'est important pour comprendre un peu notre posture, et notamment avec la Banque des territoires pour financer des projets avec des acteurs publics et notamment des collectivités. Donc, moi, je fais partie de l'Institut pour la recherche. L'Institut pour la recherche, c'est un tout petit service au sein de la Caisse des dépôts. Et en fait, on soutient des projets de recherche. Et dans ce cadre-là, on est partenaire de la chaire de comptabilité écologique. L'idée, c'est de pouvoir alimenter nos métiers. Donc, c'est vraiment l'objet de partenariats comme cela avec la chaire, dont on a parlé ce matin. C'est de pouvoir tester des nouvelles choses avec un objectif, bien sûr, de pouvoir l'intégrer dans nos métiers, puis aussi de diffuser ça auprès d'une diversité d'acteurs, puisque la Caisse des dépôts, elle a aussi un effet levier auprès de différents acteurs. Donc, on l'a évoqué un petit peu, la Banque des territoires ce matin dans un des projets. C'est un de ces axes d'action. Alors, pourquoi on s'intéresse à cette question de la sobriété? On a organisé effectivement un colloque à Cerisy. Cerisy, c'est un centre culturel international qui travaille qui met en valeur des projets de recherche à travers des colloques assez longs. Et donc là, on a organisé un colloque qui s'appelait « Quelle trajectoire de la sobriété ?» où on avait effectivement convié la chaire de comptabilité écologique à pouvoir venir s'exprimer par le biais d'Alexandre Rambaud. Alors la sobriété, comment on l'adresse nous à la Caisse des dépôts en tant qu'institution financière? Tout d'abord, et ça rejoint complètement les sujets de comptabilité écologique, à la fois dans notre propre fonctionnement. Donc on est une institution qui rend des comptes sur ce qu'on fait. On a un service politique durable du groupe, donc on a besoin d'avoir un certain nombre d'indicateurs, et la sobriété, elle doit être intégrée au sein de ces indicateurs. C'est aussi dans l'ingénierie. Je parlais de la Banque des territoires. L'ingénierie, nous, on apporte de l'ingénierie aux acteurs. Disposer d'outils, de méthodes, de réflexion, aussi de pouvoir mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs. C'est des choses qui sont particulièrement importantes. Et puis, on est un groupe, donc il n'y a pas que la Caisse des dépôts, il y a aussi tout un groupe avec une diversité d'actions, de thématiques. On a ICAD, par exemple, sur l'immobilier, BPI, on en a parlé ce matin, qui va financer les entreprises, mais aussi Transdev sur la mobilité. Et en fait, on est, nous tous, on est un investisseur, mais on a aussi des structures qui vont mettre en place des projets dans les territoires. Donc, intégrer ces questions de sobriété, c'est tout à fait important. Donc, moi, je vais vous faire un petit, très rapide, je vais essayer d'être très rapide. Je vais vous faire un retour un peu de ce que moi, j'ai trouvé important dans le cadre de ce colloque, alors qui a rassemblé des acteurs, des chercheurs de différentes disciplines. Ça, c'est très important, et je pense que les questions de sobriété, elles doivent être vraiment adressées de manière transdisciplinaire. Et donc je vais vous faire un retour assez rapide. Qu'est-ce qu'on en a retenu? Un premier élément, c'était que c'est la question des valeurs au sens large du terme. Donc bien sûr, il y a la valeur de pourquoi on est ici, qu'est-ce qui compte vraiment, mais aussi au-delà de ça, la sobriété vue comme une question d'équité, de justice sociale, de transition juste, qui interroge vraiment notre contrat social fondé sur les besoins et la consommation. Donc, ce qui veut dire, comme je le disais, qu'on doit avoir une réflexion large et transdisciplinaire sur le concept même et la définition de la sobriété, qui est un premier enjeu pour passer à l'action. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sobriété énergétique. C'est comme ça qu'elle a été principalement abordée, alors qu'on a voulu avoir une réflexion plus large sur la question de juste besoin. Quelle est définir ce que c'est qu'un juste besoin. Donc c'est une approche effectivement qui est assez complexe, puisque ça demande on se demande qu'est-ce qui relève de l'individu, qu'est-ce qui doit relever du collectif, de la société, de valeurs morales. Et puis après, il y a la question de l'adhésion à ces valeurs qui doivent faire un référentiel commun, du plaisir à être sobre, des questions de démocratie, de mobilisation individuelle, de responsabilité. On a évoqué aussi la question du progrès,
le fait que la sobriété soit un progrès, et, même s'il y a des renoncements, mais en tout cas qu'elle s'inscrive dans une démarche de progrès. Donc voilà, concrètement qu'on ait des référentiels communs, accessibles et partagés, avec l'acceptabilité de cette sobriété qui est au centre. Et on a pour cela mobilisé beaucoup les sciences participatives. Par exemple, sur les éoliennes, on est en train de financer par exemple des recherches avec le Muséum d'histoire naturelle sur ces questions. Comment est-ce que on arrive avec un territoire à le faire accepter toute cette transition écologique et puis l'accaparement, en tout cas l'installation sur des terres de ces dispositifs. Et actuellement, ce qui fait bouger, c'est la sobriété énergétique. Donc, on a voulu aller un petit peu plus loin. Et puis, bien entendu, sont venues tout de suite la question des espaces d'interaction. On en a un peu parlé ce matin. Ça fait partie complètement des travaux de la comptabilité écosystème centrée. C'est comment est-ce qu'on arrive à trouver ensemble des moyens d'action. Et on a beaucoup travaillé sur les questions d'alimentation, en se demandant qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation finalement. Et les critères, ça, ils doivent se définir au niveau national, mais aussi local. Mais quelle coordination on peut enclencher par rapport à ça. La deuxième chose qu'on a mise en avant, c'était la question des limites planétaires, de voir la sobriété en fait par rapport à la question des limites planétaires du vivant et des ressources physiques. C'est une question des modes de vie plus que des comportements. À titre d'illustration, on avait bien entendu mobilisé, mais vous les connaissez certainement tous, les scénarios de l'ADEME et ceux de Négawatt. Donc les scénarios de 2050 de l'ADEME, vous vous souvenez, il y a génération frugale, technologie verte, coopération territoriale et Paris réparateur, qui sont plus que des trajectoires. En fait, ce sont des nouveaux modes des nouvelles sociétés. C'est vraiment des projets de société derrière tout ça et qui emportent des choix très concrets sur toute une série de sujets, l'énergie, la mobilité, le logement, etc. Et puis Négawatt, ils ont une approche un petit peu différente. Ils retournent la façon dont on doit penser l'énergie en s'intéressant au service énergétique, c'est-à-dire à l'usage de l'énergie. On va d'abord travailler sur les usages, puis après sur l'efficacité, mais pas l'inverse. Et ça demande d'avoir des indicateurs chiffrés sur les principaux leviers de sobriété énergétique. Donc, par exemple, ils ont travaillé en Europe, avec l'Europe, sur le Parlement européen, sur des corridors de convergence, c'est-à-dire de pouvoir chiffrer qu'est-ce que c'est qu'un logement, une taille de logement qui rentre dans les limites planétaires, la mobilité, combien on doit baisser à la fois la taille des véhicules, mais aussi les kilomètres parcourus. Voilà, ça permet de donner aussi des indicateurs par rapport à tout ça. Et dans les deux cas, on a des modifications sur des sujets de vie quotidienne. L'idée étant, dans les deux cas, de baisser le risque aux vulnérabilités. Et la conclusion de tout ça, c'était de se dire qu'il faut avoir des visions transversales. Donc nous, par exemple, on soutient des recherches sur One Health. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la santé globale. C'est aussi une autre façon d'appréhender notamment les territoires. Donc on essaye de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer ces questions de santé globale sur les territoires qui permettent de prendre en compte la santé. Donc c'est l'interaction entre la santé humaine, végétale et animale. Et puis, bien entendu, mais on en a un petit peu parlé, on en a parlé beaucoup ce matin aussi, l'intégration du vivant et on mène aussi des recherches sur la question juridique du vivant et de la nature. On pense que donner une nature juridique à la nature, ça permettrait d'aider et puis de aussi reconnaître la valeur de ce qu'elle nous apporte. Ensuite, un troisième point, je vais aller très vite, mais on a travaillé sur la question des modèles économiques, donc c'était dans ce cadre-là que Alexandre intervenait. La question derrière tout ça, c'est un peu, on a effleurer cette question de la croissance. Est-ce qu'on est contraint à croître? Est-ce qu'une croissance sobre est possible? Quelle est la bonne unité de mesure? Et puis, qu'est-ce qu'on mesure? On a donc, à côté de la comptabilité écologique, on a regardé
l'exemple de l'économie de la fonctionnalité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, avec le laboratoire Artemis, qui est en fait une économie qui intègre les usages des biens et services dans les territoires plutôt que de la productivité puis de la production, de la croissance de la production. Donc là, on est vraiment dans une rupture avec le consumérisme, etc. On va plutôt travailler sur les usages en fait des biens et des services plutôt que sur la production de ces biens et des services. Par exemple, ils ont accompagné une collectivité sur ses déchets, sa déchetterie. L'objectif de la déchetterie, son modèle économique, il repose sur le nombre de déchets, mais pour la collectivité, se dire qu'au final, plus on produit de déchets et puis plus ma déchetterie elle fonctionne bien, c'est pas tout à fait raccord avec sa propre politique elle-même de pouvoir baisser les déchets. Donc travailler sur des usages, c'est important. Et puis on a parlé de la réindustrialisation. Est-ce que la réindustrialisation finalement, elle peut être en ligne avec ces questions de sobriété? Alors, on voit qu'effectivement, c'est une question assez complexe. On a eu une intervention de BPI aussi qui nous dit que que positivement, les chefs d'entreprise sont apparemment, notamment depuis le Covid, beaucoup plus centrés sur des valeurs, notamment familiales, etc., mais aussi une prise en compte de l'environnement. Donc, bien sûr, il y a la sobriété énergétique qui est passée par là, ça, clairement. Mais au-delà, on va un petit peu plus loin, et notamment chez les jeunes. Donc, et puis, il y a quand même la loi Industrie verte qui fait qu'il va y avoir des moyens qui vont être donnés aux entreprises pour investir dans des secteurs. Ouais, je vais aller très très vite. Et puis le dernier élément important, c'est les échelles d'action, mais vous en avez un petit peu parlé pour rentrer dans le concret sur comment on fait. Donc avec cette approche, alors il y a effectivement l'approche macro et l'approche micro. Alors nous, on a effectivement une approche plutôt micro, puisque quand on va développer les projets, c'est sur les territoires, mais quel territoire ? Est-ce qu'on intervient en interterritorialité ou de façon très locale? Il y a la place de toute une diversité d'acteurs. On a beaucoup travaillé sur la sobriété foncière, qui a une bonne façon, je pense, actuellement, de regarder ce sujet de la sobriété, parce qu'il y a une réglementation quand même qui existe et qui va s'imposer, que ça impacte toute une diversité d'acteurs. Et là, on est complètement... je parlais d'économie de la fonctionnalité tout à l'heure. En fait, la valeur du foncier, elle va se déporter sur l'usage, et non plus parce qu'on va arriver dans une situation où il va y avoir une rareté, une cherté du foncier. Donc, la valeur, en fait, elle va être la mutabilité du foncier, plus que un modèle économique sur la rénovation, plus que sur le foncier en tant que tel. Et bien entendu, pour conclure, mais ça rejoint complètement vos travaux, la nécessité d'inventer des nouvelles gouvernances. On a parlé de communs, mais aussi de coopération territoriale. C'est des projets qu'on regarde beaucoup avec beaucoup de différents projets de recherche. Pour conclure, c'est un sujet qui doit se décliner principalement avec des réglementations, mais aussi principalement qui doit être adressé sur les territoires et avec des coopérations et des gouvernances nouvelles. Voilà. Je suis désolée, j'étais un peu longue. Merci beaucoup pour ce panorama très complet des enjeux qui ont trait à la sobriété et à la transformation et aux transformations envisagées. Je me tourne vers Alexandre afin de mieux comprendre quel peut être le rôle que peut jouer la transformation de comptabilité des organisations, et notamment celle portée par CARE, pour définir des trajectoires qui ont été évoquées à la fois sur les valeurs, les secteurs et les transformations, donc dans l'agriculture, dans l'énergie, qui ont été évoquées, y compris dans les synergies territoriales qui peuvent se dessiner. Donc, quel point cet outil vient s'inscrire dans la liste, le programme de travail qui vient d'être énoncé. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup de me donner la parole sur cette thématique, parce que, en écho avec ce qui a été abordé justement à Cerisy sur la question de la sobriété, l'enjeu que j'ai pu mentionner sur l'axe de comptabilité des organisations au niveau de la chaire, c'est d'aborder la problématique de l'économie à travers la résultante qu'en font les organisations. Et de dire ça, on est, alors, pas au cœur, parce que c'est un nombre de choses qui structurent ces deux thématiques qui vont au-delà de ça, mais sur un certain nombre de différences entre la façon dont les sciences économiques, de façon générale, sans rentrer dans les détails, et les sciences de gestion fonctionnent.
le point d'accroche des sciences de gestion, c'est justement donc les organisations et la façon dont littéralement on s'organise. Donc en fait, ce qui est étudié, c'est le processus organisationnel en tant que tel. Et ce qui fait que d'ailleurs, c'est toujours délicat de définir précisément ce que sont les sciences de gestion. Et il y avait eu, d'ailleurs, ça me permet de faire de la publicité pour le colloque annuel de la chaire de l'année dernière. On avait eu une table ronde sur ces questions justement de ce que sont les sciences de gestion, et la recherche d'intervention dans le cadre des sciences de gestion. Et du coup, cela conduit à avoir une appréhension aussi de la chose économique par le biais de ces processus. Et donc dans quelque chose qui est aussi assez bottom-up d'une certaine façon. Et d'ailleurs, les premiers travaux qui ont eu lieu en comptabilité écologique à la fin des années 60, il y a un papier fondateur sur ces questions qui posait directement le fait que la question de l'intégration des enjeux écologiques dans la comptabilité n'était pas pour rechercher une efficacité économique. C'était parce qu'il y avait un besoin de s'organiser autrement, littéralement, et qu'ensuite c'était au système économique de se modifier par rapport à de nouvelles façons de s'organiser. Alors, il y a eu des renversements qui se sont opérés où il y a une partie maintenant de la comptabilité écologique se fait pour lutter contre des différences de marché, donc avec l'idée donc, que l'environnement, par exemple le climat, serait une défaillance de marché, avec la fameuse citation de Nicholas Stern, le changement climatique est une des plus grandes défaillances de marché, et l'idée que la comptabilité serait là pour permettre à des marchés d'être justement efficients. Et donc, cette vision-là fait que on va avoir cette catégorie marché qui est un peu surplombante, qui vient en fait, qui est même désinsérée de la réalité du fonctionnement des entreprises. C'est-à-dire qu'on a réussi dans une certaine partie de l'économie, à structurer une notion de marché en la déconnectant en fait du fonctionnement des organisations. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce que dans ce cadre-là, ça permet aussi de reposer des bases sur le fonctionnement micro-macro, où la question de la comptabilité des organisations n'est pas simplement en fait par une logique top-down de répercuter dans des comptes des logiques de grandes théories économiques avec des grandes grandeurs justement économiques qui arriveraient directement dans les comptes, mais qu'il y a bien une articulation à faire. Et d'ailleurs, historiquement, l'articulation entre comptabilité nationale et comptabilité d'entreprise, par exemple, qu'on a en France, s'est faite aussi dans cette logique-là que les entreprises faisaient l'économie et les directions de l'économie influençaient, notamment par des systèmes de planification et autres, comment les entreprises fonctionnaient. Donc il y a vraiment une boucle de fonctionnement qui s'est un peu perdue quelque part. Et ça conduit à un questionnement, là encore renouvelé, je pense, sur les enjeux de sobriété, on parlait de décroissance aussi, et c'est très palpable dans la question de la décroissance, où la question, au-delà d'un débat philosophique qui permet de réinterroger en fait nos modes de vie, nos modes de société, donc là je ne parlerai pas sur un débat plus philosophique, mais quand on rentre dans la question vraiment économique, voilà. Faut-il la décroissance ? Qu'est-ce que veut dire la croissance ? Comment on met en place ça ? Faut-il le mettre en place ? C'est quelque chose qui est posé sous un angle très, justement, top-down, dans une perspective très surplombante et qui pose des problèmes d'organisation dans le sens où on sait très bien que, admettons qu'on veuille ça, il y a des organisations qui vont de toute façon croître. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez des techniques agricoles qui sont en permaculture ou pas forcément en permaculture, mais dans du bio, respectueux des êtres humains, etc. C'est des choses qui sont amenées plutôt à croître. Donc on sait qu'il y a des pans d'activité la décroissance n'est pas une décroissance de toutes les activités, loin de là. Et d'ailleurs,
Ça, juste pour rappel, ça n'a rien à voir avec la récession. Premièrement, malheureusement, cette confusion est toujours encore très présente, mais ça n'a rien à voir non plus avec une question de tout doit décroître. Mais la question, justement, c'est qu'est-ce qui croît, qu'est-ce qui décroît, et comment, en fait, ça reconditionne même l'idée de qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme base pour évaluer ce qui doit croître ou pas, et sur les nouvelles perspectives donc de mesure de ce qui doit croître ou pas. Et donc ça pose la question plutôt de partir de l'organisation en donnant d'autres règles de fonctionnement. Et c'est la logique de Kerr en disant l'idée c'est de poser en fait des objectifs de résultats, en disant on doit respecter les bons états écologiques et on doit respecter la décence et l'intégrité physique et psychique des êtres humains. Et ça doit conditionner d'autres modes d'organisation. Et à partir de là, certaines organisations vont pouvoir se développer parce qu'il y aura des modèles d'affaires qui ont été pensés qui peuvent être garantes de ça, et d'autres qui vont devoir renoncer, qui vont devoir littéralement même potentiellement fermer. Et donc ça va reconditionner le paysage des organisations, et du coup ça va refaire un système économique qui en sera, si ce n'est déduit, en tout cas, qui sera coévolutif. En fait, c'est cette question de la coévolution. Et dans ce cadre-là, évidemment, ça, c'est à la fois, donc, ça remet en question beaucoup d'approches de la comptabilité écologique aujourd'hui, comme je le disais, qui viennent d'ailleurs d'une vision souvent assez d'économie néoclassique, d'économie mainstream, qui voudrait que la comptabilité soit juste le décalque de grande grandeur, comme le marché un peu, qui est totalement désintriqué des entreprises, et que la comptabilité ne serait là que pour réaligner à une efficacité des marchés. Et ça, on sait que ça ne fonctionne pas en termes de garantie de préservation des écosystèmes, par exemple. Mais de l'autre côté, ça réinterroge, y compris des enjeux de reposer, en fait, de poser des questionnements sur nos modes de développement, mais sous un angle qui est vraiment sur comment on s'organise concrètement. Et du coup, de rentrer dans, et c'est mon dernier point, sur la réalité du pilotage. C'est-à-dire qu'au-delà de la sensibilisation, au-delà de dire oui, il faudrait y aller, on est d'accord, ou on n'est pas d'accord, mais il faut faire quelque chose. Souvent, la comptabilité est mobilisée, là encore une fois, dans tous les grands types de mobilisation qu'on a sur le terrain et qui ont été utilisés dans la littérature, sous l'angle de la sensibilisation, de dire on va vous montrer que le changement climatique est là, c'est important, qu'il y a une crise de la biodiversité, on va le montrer, et puis comme ça, vous serez sensibilisés. Mais en fait, le rôle de la comptabilité, c'est d'accompagner une transformation, c'est d'accompagner un pilotage pour garantir justement qu'une organisation va à la fois changer et va permettre de regarder comment elle peut stabiliser un certain type de mode d'affaires dans le temps. Et là, il y a aussi donc une confusion par rapport au rôle et à la place de la comptabilité et ce qu'elle doit assurer dans cette question de la transformation, voire de la redirection écologique de nos sociétés. Donc tout ça fait que ça permet, je pense, au travail des travaux de la chaire, de reposer les bases des liens entre micro et macro, sous l'angle il y a une coévolution à trouver entre micro et macro, il n'y a pas un qui prédomine sur l'autre, que les systèmes comptables sont là pour vraiment accompagner un pilotage effectif, réalisable et dans un accompagnement des organisations à toutes les échelles pour justement savoir comment on avance dans la réduction écologique et pas simplement sur une ambition de sensibilisation. Et justement, donc, dernier point, comme je le disais, que ce ne soit pas simplement un décalque de grandes théories économiques qui, d'ailleurs, ne sont pas en raccord avec des enjeux véritablement de soutenabilité forte. Donc c'est ça que je veux dire. Je pense que là, il y a vraiment une nécessité de poser les bases d'un autre fonctionnement qui existe historiquement au niveau financier, qui est même une des bases du fonctionnement traditionnel financier, mais qui a été assez absent dans les questions sociales et environnementales et qui, à mon sens, est un frein dans la réduction écologique parce que d'un côté, soit on ne fait pas, on n'utilise pas le levier monumental de la comptabilité pour piloter et avancer, soit d'un autre côté, on a des grandes choses qui sont plaquées
Et on ne passe pas au volet organisationnel qui est vraiment le moment, vraiment l'angle d'attaque pour avancer concrètement en fait. Merci beaucoup. Donc il y a ça qu'il va falloir qu'on repose. Et c'est ma dernière phrase. Merci. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup Alexandre. Je voudrais faire rebondir Harold sur cette notion de coévolution entre les échelles macroéconomiques et microéconomiques. Et donc justement sur le constat que vient de dresser Alexandre, peut-être le point de vue depuis l'axe macro de la chaire en tout cas. Oui. Comment ça se traduit ? Je vais peut-être présenter une vision un peu différente, moi, parce que pour le coup, il me semble que l'idée que en bottom-up, on va avoir les organisations qui vont se saisir finalement d'un enjeu qui serait le respect de contraintes écologiques, parce que c'est un peu de ça dont on parle finalement. Ça, c'est utopique. Enfin, le fait que les organisations vont s'autosaisir, ça appelle à du contrôle, ça appelle à mettre en place des référentiels sur les objectifs écologiques qu'on veut respecter. Et donc il y a forcément du top-down. Alors, est-ce que le top-down aujourd'hui il est fait par la théorie économique ? Je ne crois pas, sinon ça se saurait. En fait, les théoriciens pour ceux auxquels tu as fait référence, qui sont un peu les classiques, bon, finalement, ils vont ils vont contribuer aux réflexions, mais les décisions, elles sont avant tout politiques, fussent-elles complètement aberrantes d'un point de vue de la théorie économique. Mais pour autant, je partage les limites que tu mentionnes quand on parle de la manière dont l'économie résonne hors organisation, dans une vision complètement, finalement, sans institution, sans social, en fait. Pour autant, je pense que le top-down, c'est là où se joue la politique. Qu'on parle de top-down, pas de top-down à l'échelle de la nation ou même à l'échelle d'un territoire plus local, c'est bien un collectif qui va obliger les organisations, et notamment les entreprises, à adopter une comptabilité sur laquelle on peut établir des standards et qui va permettre de leur faire rendre compte des impacts écologiques. Donc de ce point de vue-là, le top-down me semble quand même un élément important, parce qu'il faut de la régulation, il faut du contrôle, il faut de la standardisation. Un deuxième élément par rapport à ça, c'est qu'il me semble que sur cette vision top-down, en fait, et ça c'est le fruit des résultats de travaux qu'on a menés au sein de la chaire ou en dehors de la chaire sur ces sujets. Sur la biodiversité, l'entrée-pression est, je dirais, obligatoire. C'est la seule qui est à peu près opérationnelle quand on veut mettre en place des choses palpables, concrètes. Cette entrée-pression, elle doit être articulée, à mon avis, avec des écosystèmes de référence. Si vous parlez, par exemple, de la question de la pression sur l'eau, ce sera à l'échelle d'un bassin versant qu'il faudra avoir un raisonnement politique. Et donc, c'est à l'échelle de ce bassin versant qu'un collectif doit imposer des référentiels spécifiques. Et ce ne sera pas les mêmes si c'est dans le nord, si c'est dans le sud, si c'est à l'est, si c'est à l'ouest. On a la même chose pour toutes les formes de pression. Et à ces pressions doivent être aussi associés des référentiels qui ont une assise institutionnelle. Alors la plus simple, c'est la loi. Si je reprends mon exemple des bassins versants, ça va être le bon état écologique tel qu'il est mentionné dans la loi, avec des objectifs très précis qui sont assignés finalement aux secteurs qui génèrent des impacts sur l'eau. C'est bien à eux qu'on dit qu'il faut changer de pratique. Et donc, une comptabilité, à mon avis, qui pourrait être opérationnelle en articulant le macro et le micro, c'est une comptabilité qui s'appuie sur une entité écosystémique qui a du sens, du point de vue d'objectifs écologiques qui ont du sens, et en s'intéressant à des secteurs qui ont des pressions particulières, pour le dire simplement, les agriculteurs par rapport à une pression qui est la pollution de l'eau via les intrants de synthèse qui peuvent être déversés dans ces espaces. Et à partir de là, on a une logique de responsabilité qui est quelque part située au niveau d'un secteur d'activité. Et là, il y a une grande question. Est-ce que c'est après, au niveau des entreprises, que le collectif doit aller contrôler réellement les choses, ou est-ce que c'est au niveau des représentants du secteur qu'on doit déléguer cette tâche? Ça, c'est un sujet très important dans le cadre de la pêche, par exemple. On a délégué aux organisations de pêcheurs le contrôle et le suivi des objectifs en termes de quotas. Ça a tout changé dans la politique des pêches en France, parce qu'en fait, les coûts de transaction, pour utiliser un gros mot d'économiste, mais qui nous dit juste que les asymétries d'information, un autre gros mot d'économiste, sont en défaveur de celui qui contrôle, c'est-à-dire le collectif qui a fixé des objectifs écologiques, et qu'on ne peut jamais vérifier, parce qu'en fait, les asymétries d'information sont en défaveur de celui qui contrôle. Finalement, les agriculteurs, les pêcheurs, ils savent mieux ce qu'ils font, ils savent mieux ce qu'ils génèrent comme impact. Eh bien, pour contourner ce problème, qui est un problème récurrent,
on paye toujours trop les citoyens pour la mise en œuvre de politiques environnementales qui ne sont pas respectées à la fin. Eh bien, pour contourner ce problème, une solution, c'est de donner à des organisations collectives qui connaissent bien les usagers, qui connaissent bien les acteurs, les entreprises, pour leur dire, écoutez, notre secteur a cet objectif qu'on a négocié avec le collectif qui a fixé ce référentiel, et maintenant, on sait à peu près qui est responsable de quoi dans notre secteur. On ne va pas, comme on dit, on ne va pas se mentir. On sait qui a fait quoi. On sait que tel type d'activités sont plus impactantes que d'autres. Et là, je pense qu'il peut y avoir des approches comptables qui donc vont être générées à cette échelle entre croisement micro et méso, on pourrait dire, et puis après entre méso macro. Et c'est quelque chose quand même qui semble pouvoir réconcilier les deux approches. Alors là, c'est un peu dans la version top-down, mais évidemment, le bottom-up a aussi sa fonction dans ce système, puisque les remontées d'informations viennent bien de quelque part. Voilà. Super, merci beaucoup. Pour la dernière présentation, puis après on pourra ouvrir la discussion à la fois entre les panélistes et puis avec la salle rapidement, parce qu'on est déjà un peu en retard. Je vais demander donc à Thomas Laguarde de présenter le travail qui a été conduit avec une vision de qu'est-ce que pourrait donner CARE porté à une échelle qui est significative au niveau macroéconomique. Donc merci beaucoup pour Très bien, merci, travail. merci Morgane. Alors alors moi je suis professeur à Cage Business School et je coordonne depuis le 2018 la commission économie et finances du SDSN France, qui est une entité onusienne présente dans 50 pays, créée après la signature des accords de Paris pour essayer de mobiliser la société civile pour atteindre ces fameux 17 ODD. Et en fait, quand on s'est réunis la première fois, donc il y a 5 ans, on est tous d'accord sur le fait qu'il fallait rénover rapidement le contenu des enseignements dans les universités, dans les business schools, qu'il fallait rénover les théories économiques, aller chercher, ouvrir vraiment la porte à des approches qui jusqu'alors étaient relativement exclues des enseignements, et puis qu'il fallait absolument trouver de nouvelles solutions, apporter en tant qu'économiste des solutions techniques peut-être pour guider la politique économique, puisqu'en fait le contexte du XXIe siècle, c'est Ray Travers qui disait on est les premiers à l'avoir vu et on est les derniers à pouvoir y changer quelque chose. Après, ce sera trop tard. Et nos décideurs, finalement, ils utilisent toujours les outils néo-keynésiens, qui correspondaient à, effectivement, c'était une innovation majeure, l'invention de la comptabilité nationale, l'invention de la macroéconomie dans les années 50, mais il va falloir peut-être trouver de nouveaux sentiers pour la prospérité. Alors, du coup, en 2020, on s'est mis avec l'Institut Rousseau et on a publié une série on a lancé un appel à Policy Brief et on a donc publié une vingtaine de notes qui identifiaient quelques réformes potentielles. Et à la suite de ça, on s'est dit ce serait vraiment bien d'aller plus loin et d'explorer toutes les conséquences analytiques du fait d'appuyer sur tel ou tel bouton de réforme d'ampleur, d'envergure, tout en ayant en tête qu'on est vraiment dans c'est de l'utopie. On se place un peu dans la perspective de Keynes, dans les années 30, quand il réclamait la sortie de l'étalon or et qu'on le prenait pour un fou. Il a fallu la Deuxième Guerre mondiale pour aboutir à une architecture financière internationale plus ou moins raisonnée, Donc on espère travailler pour le long terme. Alors, aujourd'hui, les idées qu'on prend en compte dans la commission, je pense que tout le monde ici est familier. On entend parler de monnaie libre de dette, on entend parler de monnaie locale complémentaire, de verdissement des politiques monétaires, de revitalisation des politiques de crédit. Et puis, on a aussi à côté de ça des initiatives portées, notamment par Alexandre et toutes les personnes ici dans la salle, autour de finalement compter les choses qui comptent, en rendre compte, une réforme beaucoup plus qui se situerait beaucoup plus en amont et qui changerait vraiment le comportement des acteurs au niveau micro. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le résultat d'un travail, d'un chantier en cours. En fait, on a développé un modèle de grande échelle
plutôt de taille intermédiaire. Enfin, pour un modèle universitaire, c'est un modèle de grande échelle, mais par rapport à ce qui se fait dans les ministères, ce serait plutôt un modèle de taille intermédiaire, dans lequel on essaye d'explorer les conséquences d'une réforme inspirée de la comptabilité écologique sur les inégalités sociales et sur la résilience de l'économie. Alors, la résilience. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience ? En économie, enfin dans l'économie écologique, ce qu'on appelle la résilience, en fait, c'est le fait de transvaser la notion de toile alimentaire à un circuit monétaire. Là, je pense que vous connaissez ça probablement mieux que moi. Dans une toile alimentaire, on a différentes configurations prédateur-proie, ce qui fait que si la libellule meurt, eh bien la grenouille va manger un peu plus de papillons et de sauterelles, et puis finalement l'écosystème va pouvoir se maintenir. Dans une chaîne alimentaire, en fait, il y a beaucoup plus les proies sont beaucoup plus abondantes. Donc c'est beaucoup plus facile pour le prédateur de trouver sa proie, mais vous voyez, s'il y a une maladie de la souris, c'est fini pour les serpents et les hiboux dans cette chaîne alimentaire. Alors, les chercheurs qui ont les premiers essayé de transvaser ce concept de résilience en économie, c'est Bernard Lietaer et Robert Ulanovitz. Et en fait, ils ont une approche qui provient de la cybernétique, et selon laquelle, en fait, l'aptitude à l'évolution de tout système, d'un système biologique, d'un système monétaire, d'un système informatique, en fait, dépend d'un équilibre fragile entre, d'une part, l'optimisation, l'efficacité, le débit, l'ascendance, la concentration, qui est nécessaire pour qu'il y ait finalement des flux assez réguliers qui permettent au système de se reproduire, mais en même temps, il faut que le système soit suffisamment désorganisé pour qu'il puisse absorber un choc sans s'effondrer. Et alors, les résultats de leurs travaux, c'est qu'en fait, on a besoin d'un petit peu plus de désorganisation que d'organisation. Il y a un équilibre à trouver. Vous voyez la fenêtre de résilience, là c'est au-dessus de la ligne en pointillé. Voilà, c'est les configurations optimales qui permettent de maximiser cette aptitude à l'évolution. Alors, pour vous donner un exemple, donc ça c'est leur papier initial. Donc ils prennent en fait un écosystème dans une zone humide en Floride. Donc ils vont mesurer les flux trophiques de transfert de carbone entre différentes espèces. Donc on a la crevette, on a la tortue, le poisson-chat, le serpent et l'alligator. Et en fait, dans ce système-là, on a une capacité totale d'évolution qui est de 175, qui se décompose en une ascendance de 53 et une résilience de 121. D'accord ? Si le système, l'écosystème évolue, donc on n'a plus les prédateurs intermédiaires, enfin qui étaient la tortue et le serpent. En fait, le débit augmente, on passe à 100 et par contre on n'a plus de résilience. Ce qui fait que l'aptitude à l'évolution du système diminue. Voilà. Alors on est parti de là et on s'est dit en fait, si on essayait de prendre ce concept et de le transvaser en économie, qu'est-ce que ça donnerait ? Alors, il y a une théorie économique française qui s'appelle la théorie du circuit, qui représente l'économie non pas comme un agrégat de marché, donc on n'est pas du tout dans le cas de néoclassique, mais comme un circuit monétaire, dans lequel les secteurs sont reliés par des flux de dépenses qui sont aussi des revenus, des actifs financiers qui sont aussi des passifs. Et en fait, alors là, si je prends, vous voyez, sur ce triangle, on a un circuit monétaire de manuel, avec les banques, les ménages et le secteur des entreprises, avec des flux de dépenses qui sont aussi des revenus, des actifs passifs. Et en fait, on peut utiliser une approche biomimétique, c'est-à-dire emprunter la notion de résilience à la Ulanovitz et Lietaer et la transvaser en économie. Et en fait, sur ce circuit, qui est pris d'un manuel post-keynésien, en fait, quand on ressort le score d'aptitude à l'évolution, mais on s'aperçoit que ce système-là, en fait, il est pas optimal du point de vue de sa capacité à évoluer, et qu'on va un petit peu trop du côté de l'efficience et de l'optimisation. On aurait besoin d'un peu plus de désorganisation et de diversité. Si maintenant je prends ce même circuit monétaire avec le même PIB,
avec le même stock d'actifs et de passifs financiers, mais que j'imagine que la monnaie circule dans des secteurs institutionnels différents, avec par exemple un secteur d'entreprise capitaliste et à côté un secteur d'entreprise sociale, de coopérative, et que je calcule mon score de résilience, eh bien ça change. Vous voyez, on se retrouve maintenant tout au sommet de la courbe de résilience. Alors ça, c'est un peu l'intuition qu'on a, et on va essayer de comprendre dans ce cadre-là ce qui se passerait pour la résilience de l'économie si demain on appuyait sur le bouton comptabilité écologique pour tout le monde, avec bien sûr, voilà, c'est une simplification la manière dont on modélise la comptabilité écologique dans le modèle, elle est outrageusement simplifiée, mais ça permet peut-être d'avoir quelques idées sur les conséquences dont on pourrait attendre. Alors, le modèle en question, c'est pas un modèle à la Nordhaus, c'est un modèle post-keynésien écologique, c'est-à-dire que contrairement au modèle de Nordhaus, lorsqu'on investit dans la transition écologique, ça ne va pas diminuer le stock d'épargne. En fait, c'est l'inverse, c'est l'investissement qui crée l'épargne, parce que la monnaie est endogène. Je ne vais pas rentrer dans ces aspects-là, mais voilà, donc c'est un modèle d'obédience plutôt post-keynésienne, avec un bloc écosystémique issu des travaux de Georgescu Roegen. Et puis, dans le modèle, en fait, au fur et à mesure que l'économie croît, on va impacter la sphère écosystémique, et puis ça va engendrer des perturbations. Donc on a une fonction de destruction climatique, par exemple. On a une inflation écosystémique qui provient de la raréfaction des ressources matérielles et énergétiques, qui va perturber le système et l'amener quasiment à un point de rupture. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un modèle prédictif. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la modélisation ne doit surtout pas tenter de fermer le débat, ça sert à l'ouvrir. Donc c'est une sorte de carte mentale qui permet de comprendre un petit peu ce qui pourrait se passer si on enclenchait une réforme de comptabilité écologique à grande échelle. Donc le modèle, je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce qui fait la saveur un peu du modèle, c'est l'hétérogénéité des entreprises. On a des entreprises financiarisées, cotées en bourse, détenues par des fonds d'investissement, d'un côté, et de l'autre, des entreprises publiques et des PME, qui sont aussi, dans le cercle des PME, aussi d'entreprises coopératives qui font face à un rationnement du crédit et qui redistribuent leurs profits aux ménages travailleurs. Au niveau des ménages, d'ailleurs, il y a deux catégories de ménages, les travailleurs et les rentiers, qui se distinguent par les possibilités de placement financier qui leur sont offerts et par la nature des revenus qu'ils perçoivent, puisque les travailleurs perçoivent des salaires et les profits des petites entreprises qui détiennent, et puis les rentiers perçoivent en fait l'ensemble de la rente financière qui circule dans le modèle. Ça, c'est une première caractéristique du modèle. On a une double dichotomie, actif vert, actif brun, dans le secteur financier et dans le secteur physique. Et puis des opérations relativement détaillées entre la Banque centrale, le Trésor, les marchés financiers, pour essayer de comprendre ce qui se passerait lorsqu'on appuie sur d'autres boutons que celui dont je vais parler tout à l'heure. Voilà. Alors, la simulation les résultats que je vais vous montrer maintenant, donc c'est une simulation simple inspirée par la comptabilité claire. On ne prétend pas, c'est vraiment ultra simplifié. Donc en fait, dans la configuration que je vais décrire tout à l'heure, en fait, on suppose que les entreprises capitalistes, les grandes entreprises financiarisées, en fait, vont accélérer la dépréciation de leur capital brun qu'elles vont substituer par du capital vert. Donc en fait, on a l'obsolescence du capital qui est donné par des facteurs technologiques chaque année, et puis suite à l'adoption d'une réforme inspirée par la comptabilité écologique, les grandes entreprises, en fait, vont accélérer la dépréciation du capital brun et son remplacement par du capital vert au prorata des destructions écologiques observées. Et puis, donc là, on a une sorte de préservation du capital naturel, et puis, deuxième aspect de la simulation, on va supposer que pour maintenir leur stock de capital naturel, pour verdir le stock de capital, elles vont effectuer des dépenses dans le secteur des petites entreprises, des PME, des coopératives. Donc en fait, elles vont acheter des services
qui permettrait par exemple de nettoyer une rivière, pour reprendre l'exemple donné dans le livre d'Alexandre et Jacques Richard. Donc ce qui fait que le comportement d'investissement des grandes entreprises a un effet expansionniste sur les petites entreprises, sur les PME qui vont en fait font fournir les services qui permettent d'accroître le stock de capital vert de ces grandes entreprises. Voilà, alors, pour vous montrer quelques simulations, alors il ne s'agit pas c'est des années-périodes, c'est un modèle analytique. Les garanties du modèle, en fait, c'est des bonnes propriétés numériques, une fermeture comptable, des résultats cohérents, il n'y a pas de valeur aberrante, et puis l'interprétation, elle est alignée avec les relations structurelles post-keynésiennes qui figurent dans le modèle. Donc on n'est pas du tout dans une analyse de scénario. Voilà, donc c'est vraiment une carte mentale, un peu comme dans les modèles de Godley et Lavoie, qui sont les initiateurs de cette littérature. Donc en fait, ce qui se passerait dans le modèle, c'est assez intuitif. En fait, à mesure que les grandes entreprises vont accroître leurs dépenses pour le renouvellement du capital vert, enfin le verdissement de leurs actifs productifs, eh bien les revenus des entreprises, des petites entreprises qui leur fournissent ces services vont augmenter. Ce qui entraîne d'une part en fait un verdissement assez significatif du stock de capital productif des grandes entreprises cotées. Donc on a quand même une économie qui se met sur une trajectoire plus verte, même si elle est en croissance, ce qui pose un certain nombre de problèmes, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, deuxième point, ce qui est assez intéressant, c'est que la concentration capitalistique de l'économie a tendance à décroître, puisque quand on regarde la part des petites entreprises et des coopératives dans le stock de capital productif total de l'économie, celle-ci a tendance à s'accroître fortement par rapport au scénario de référence. Donc ce qui est intéressant en fait avec cette simulation, c'est qu'on arrive à la fois à verdir l'économie, puis aussi à passer vers un modèle plus juste. Donc on arriverait peut-être à se rapprocher de l'ODD 10 par exemple. Les profits des petites entreprises, des PME augmentent. Donc ça, c'est en lien avec ce qu'on a observé. Et puis, dans la mesure où ces petites entreprises sont détenues par les ménages travailleurs, en fait, ce sont des petites structures qui reversent leurs profits aux personnes qui les font tourner, eh bien, au cours du temps, on s'aperçoit que les inégalités de revenus ont plutôt tendance à diminuer, tout comme les inégalités de patrimoine. Et puis, dernier point, pour revenir sur la résilience, dans la mesure où il y a davantage que la monnaie circule dans tous les recoins de l'économie, en allant dans des territoires, dans des organisations qui jusqu'alors étaient un peu à l'écart, étaient marginalisées, eh bien, il y a plus d'interconnexion. Et au niveau de nos indicateurs biomimétiques, eh bien, on s'aperçoit que d'une part, la capacité totale d'évolution augmente, par rapport au scénario de référence, la résilience biomimétique augmente également, et puis au total, l'aptitude à l'évolution s'accroît aussi. Donc voilà, finalement, ça nous amène à une situation assez favorable. On envisage, alors dans le modèle, étant donné le paramétrage, c'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse ici qu'on peut croître tout en diminuant l'empreinte énergétique et complètement décarboner le modèle économique. Bon, le paramétrage, il est pris dans la littérature. Bon, à prendre avec des pincettes, mais on contribuerait en tout cas à un ralentissement des augmentations de température liées aux émissions de CO2. Voilà, j'ai terminé. Donc, il y a 90 graphiques, les simulations. Je ne vais pas tous les montrer. J'en ai choisi quelques-uns. Et puis, voilà, j'espère pouvoir continuer ce travail avec les chercheurs de la chaire, parce qu'il me semble que là, on tient quelque chose de vraiment très prometteur pour peut-être le 22e siècle. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Aurélien, j'imagine qu'il faut passer à la table ronde suivante. Donc, je vous remercier nos 4 intervenants et laisser la place à la table ronde qui porte. D'accord, et une ou deux questions du coup, si y a des questions du public ou une réaction directement des personnes sur la
la table ronde avec moi. Alexandre et Harold, je ne sais pas si vous avez une réaction. Ou si... Oui, des questions. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vais être très rapide. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié le terme entrée-pression pour les acteurs. Du coup, les usagers principalement. Vous parlez souvent des agriculteurs. Est-ce qu'on pourrait aussi parler d'une entrée-pression pour les politiques ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité des agriculteurs qui n'ont pas, entre guillemets, de solutions directes. Je ne parle pas des personnes qui sont en agroécologie, qui sont en bio. L'agriculture française aujourd'hui, c'est quand même beaucoup du modèle intensif. Donc on parle des quotas de pêche, mais dans la filière lait, on a perdu les quotas laitiers ont été abolis en 2015. Moi j'aimerais un peu avoir aussi votre retour sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'alternatives. Donc les produits phytosanitaires, on est d'accord, c'est pas très bon pour la terre, mais qu'est-ce qu'on propose en fait en entrée-pression aussi peut-être pour qu'en fait les politiques accompagnent aussi un peu mieux. Il y a les MAE aussi aujourd'hui qui vont être supprimés. C'est juste un petit rappel sur ces points-là. Merci. Oui, merci. C'est difficile de vous donner une réponse par rapport à ça sur les alternatives au regard des éléments que vous avez mentionnés. Là, on parle de comptabilité. Donc, du point de vue de la comptabilité, ce serait intéressant quand même au sein des secteurs qu'on puisse identifier en première approche qui sont ceux qui augmentent la dette écologique et qui sont ceux qui la réduisent. Typiquement, dans le monde agricole, on a quand même un gros problème à valoriser les activités du bio, du point de vue de ce que ça offre à la société, de ce que ça permet de réduire en termes de produits chimiques dans l'eau, et même pour la santé en fait des praticiens. Si on avait des éléments tangibles en termes de dette écologique sur le conventionnel et le bio, et dans le conventionnel, tout n'est pas au même niveau. Si vous faites du maïs intensif qui est très gourmand, notamment en eau, tout comme d'autres céréales, ou si vous faites du maraîchage, c'est pas la même chose. Et ce d'autant plus que les subventions en France sont indexées sur les surfaces. Donc si vous voulez mettre en perspective un compte de dette écologique au regard de ce que l'État finance aujourd'hui dans ce secteur d'activité et au regard des pressions générées par ces secteurs d'activité sur, je reprends l'exemple du bassin versant, ça offre déjà des éléments beaucoup plus concrets et tangibles pour enclencher une discussion sur comment on finance la transition, et à qui elle bénéficie. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas le temps, mais pour autant, mon point, c'est que la comptabilité écologique à ce niveau-là, à l'échelle d'un secteur d'activité où justement on a une prise politique sur le sujet. C'est-à-dire que les subventions sont pensées à partir des secteurs d'activité, les impôts aussi, la régulation souvent. C'est vraiment une entrée où la comptabilité écologique définie au regard des spécificités du secteur et des pressions que génère ce secteur, ça peut vraiment offrir des indicateurs très utiles au débat public. Super. On s'arrête là du coup. Très bien, merci à vous quatre pour l'intervention et je laisse place à la deuxième table ronde.